Donc ce soir, pour le Café des Sciences, nous allons aborder une thématique certes un peu moins scientifique, mais certains d'entre vous le savent peut-être, mais dans 2 jours, ce sera la Journée internationale des droits des femmes. Et donc, on a décidé de marquer le coup avec la Canopée des Sciences et d'inviter, pour parler au Café des Sciences de ce mois-ci, une association qui est très active dans justement le droit des femmes. Donc, c'est l'Arbre Fromager, avec comme intervenante ce soir, nous aurons 2 membres de l'association, donc Madame Leslie Porte, qui est donc la fondatrice de l'Arbre Fromager, et Madame Audrey Buguelou, qui est la référente violence. Et c'est tout. Voilà, très bien. De l'association également. Donc, 2, on va dire, pointures sur le territoire guyanais pour parler de cette thématique ô combien importante, qui viendront nous présenter cela. Donc, comme d'habitude, la présentation se déroulera sous forme de conférence unilatérale dans un premier sens. Je pense qu'il y aura un petit quiz participatif, mais je vous demanderai d'attendre la fin de la conférence pour toute question. Donc, il y aura, comme d'habitude, une séance de questions-réponses où on fera passer le micro dans la salle. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là et je vais laisser place à Madame Porte et Madame Buguelou pour poursuivre cette présentation. On n'a pas l'habitude d'être assis. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? C'est bon? Ok, parfait. Alors, voilà. On nous a demandé d'animer ce débat, conférence, discussion, échange ce soir. Et c'est un peu comme ça qu'on le voit. C'est que... moi, je suis dans le département depuis 33 ans. Je suis militante auprès des droits des femmes depuis très très longtemps. Et que on est, avec Audrey et moi, de notre travail et de notre engagement, devenus un peu les experts, un peu, si vous voulez, dans la défense des droits de femmes, surtout en Guyane, en France et un peu de partout dans le monde. Mais voilà, et je pense que c'est pour ça qu'on nous a invités. Mais ça ne veut pas dire qu'on sait plus que vous. Ça veut dire qu'on est confronté à ce que les droits des femmes sont un peu prend un peu un coup souvent quotidiennement on le voit ça et on essaie de travailler avec les femmes qu'on voit pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits. C'est notre objectif numéro 1 pour qu'elles deviennent autonomes. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'on est là pour vraiment animer cette discussion. Mais ce que vous avez à dire, c'est vraiment bienvenu. Et parfois, il se peut que vraiment vous saurez même plus que nous. Donc, juste très rapidement, je vais vous expliquer ce que c'est l'arbre fromager. Alors, moi, en fait, je suis de formation travail social. Et il y a 22 ans, je travaillais dans une association Habilité Justice avec les familles qui étaient en difficulté. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y avait pas à l'époque un lieu pour les femmes qui étaient en difficulté et qui demandaient de l'aide. Encore moins cet accompagnement pour les femmes qui n'étaient pas francophones et qui n'avaient pas de papier. Donc, c'est tous ces constats qui m'ont poussé
a fondé l'association L'Arbre Fromager avec un objectif d'offrir une écoute, un accompagnement et un soutien pour toute femme, pour toute problématique. Alors, on est très connu dans le département pour le travail qu'on fait auprès des femmes qui sont victimes de violences et qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est une association de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais ce n'est pas ça. C'est vraiment un lieu où si on est femme, où on se sent femme, parce qu'on reçoit également, par exemple, les femmes trans, on peut venir et trouver des professionnels qui, de différentes compétences, les psychologues, les travailleurs sociaux, les médiateurs, les psychiatres, les infirmières, les sages-femmes, les gynécologues, et je n'en passe, qui peut éventuellement écouter ce que c'est le problème et surtout donner des bonnes informations, éventuellement orienter vers les bonnes personnes et offrir une prise en charge si la personne le souhaite. Donc, ça peut être pour les problèmes de parentalité, les problèmes de violence, les problèmes de santé. On suit une quarantaine de femmes qui découvrent leur séropositivité, par exemple. Les problèmes de logement, d'insertion professionnelle. Donc, en fait, tout problème qu'une femme peut avoir, où elle estime qu'elle n'arrive pas du tout à le solutionner seule, elle peut venir. Voilà. Donc, vous trouvez tout ça là. Depuis les 22 ans qu'on existe, on est maintenant très impliqué dans tout ce qui est les formations auprès des gendarmes, la police, les soignantes sur les violences faites aux femmes, mais également beaucoup de sensibilisation auprès du grand public. On travaille au centre pénitentiaire avec les hommes, les femmes. Donc voilà, ça c'est devenu un très grand axe. Et également, ce qui est marqué là, l'hébergement urgence et temporaire. On a à peu près une bonne trentaine de chambres qui sont soit où une femme peut venir en urgence jusqu'à 5 jours si elle est victime de violence, ou pour toute femme, pour tout problème confondu, où on n'a pas de solution d'hébergement, plutôt dans le moyen à plus long terme mais temporaire, on peut demander un hébergement temporaire où on peut rester jusqu'à 3 mois renouvelables, 3 ou 4 mois renouvelables, 3 ou 4 mois. Donc, je pense que j'ai plus ou moins tout couvert. Si vous avez des questions après par rapport à l'arbre fromager spécifiquement, n'hésitez pas à les poser, mais ça on garderait peut-être un peu plus pour la femme, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet des droits des femmes maintenant. Juste un petit détail qui, honnêtement, gardez-le dans un coin de votre tête, c'est que l'association a toujours été appelée l'Arbre Fromager. L'association proprement dite a changé de nom et c'est devenu Case Pluriel parce qu'on a fusionné avec une autre association qui était autrefois 973 à VIP. C'est une association d'aide, accompagnement, soutien pour les personnes qui sont victimes d'infractions pénales. Et également, on travaille maintenant avec un service de médiation familiale. Et puisque notre axe cible a toujours été que des femmes, et ces autres actions, activités qu'on fait maintenant incluent les enfants et les hommes, on a créé une autre association qui gère 3 structure. Donc, toujours l'Arbre Fromager qui est ce qu'on appelle la maison des femmes, qui fait tout l'hébergement et l'accueil des femmes en jour. France Victimes 973 qui est le service pour les victimes juridiques. Et Parole des femmes qui est le service de médiation et travail de parentalité.
Alors, si ce n'est pas clair, vous pouvez me poser les questions en off ou après, mais j'espère que c'est clair. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un petit quiz pour essayer de titiller vos connaissances par rapport à la loi, et des dates et des différentes choses concernant les droits des femmes. Et puis, par la suite, on va faire un focus, puisque là, on célèbre 50 ans depuis la loi Veil qui a légalisé les IVG en France. On a décidé de faire un focus sur ça. Donc, on va finir avec ça. OK? Ça vous va? Pas de choix. Ben voilà. OK? On se lance? OK. Alors, je commencerai avec la première question qui est pourquoi la journée des droits des femmes a-t-elle été instaurée? Et c'est la journée des droits des femmes, c'est pas la fête des femmes. Donc, si on commence à vous offrir des roses ou à dire que c'est votre fête aujourd'hui, bonne fête, négative. C'est la journée des droits des femmes. Alors, est-ce que vous avez une réponse A, pour rendre hommage aux femmes, B, pour aider les femmes à obtenir le droit de vote, ou C, pour obtenir des promotions sur les aspirateurs? Si vous le souhaitez, vous pouvez juste lever la main pour qu'on se donne une idée. Pour la réponse A, la B, ok, la C. Effectivement, c'était pour aider les femmes à obtenir le droit de vote. Alors, la deuxième question. Le droit à l'IVG a été constitutionnalisé en France en mars 2023. Vrai ou faux? Vrai. Faux. J'imagine que ça veut dire que tous les autres, vous n'êtes pas sûrs. Alors, est-ce que vous êtes au courant ou pas que le droit à l'IVG a été inscrit dans la Constitution de la France? Montrez-nous si vous êtes au courant. Alors, est-ce qu'il y a des gens plutôt qui ne sont pas au courant de ça? OK. Est-ce que ça a été fait en mars 2023? Oui? En réalité, ça a été constitutionnalisé le 5 mars 2024 et la France est le premier pays au monde à avoir constitutionnalisé le droit à l'IVG. C'est la liberté d'avoir recours à une IVG en France. Juste IVG, interruption volontaire de grossesse. Alors, le masculin l'emporte sur le féminin. De quand date cette règle de grammaire? Alors, depuis toujours, depuis le XIIe siècle ou depuis le XVIIe siècle? Qui pense depuis toujours? Réponse A. Depuis le XIIe siècle, réponse B. Depuis le XVIIe siècle. C'est le même quiz qu'il y avait au Coco Soda il y a 2 ans. J'aurais dû changer, non? Ok, je vous donne juste une petite information complémentaire. Donc en 1675, je cite Monsieur Dominique de Bourg, que lorsque 2 genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Nous avons eu la chance d'avoir Monsieur Nicolas Bezet,
qui était également grammairien, qui nous a un peu plus éclairé en 1767. Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle, évidemment. Il s'avère qu'en fait, c'est avec l'école obligatoire que cette règle s'est vraiment généralisée. Et donc l'école est rendue obligatoire en 1830 pour les garçons et en 1880, oui c'est bien ça, pour les filles. Donc cette règle n'a pas existé depuis toujours, contrairement à ce qu'on peut régulièrement entendre. Alors, selon une loi abrogée en 2013, quel objet les femmes devaient absolument avoir avec elles pour avoir le droit de porter un pantalon? Alors, soit une canne, soit un vélo. Réponse A. Réponse B. C'est bien un vélo. Et en fait, le pantalon est un habit d'homme. Et donc, pour, à cette époque, avoir l'autorisation de porter un pantalon qui est considéré comme un habit d'homme, il fallait demander l'autorisation à la préfecture de police et devoir justifier, à minima, en tout cas, l'utilisation d'un vélo. Mais pour moi, c'est surtout la date, 2013. C'est hier, quoi. C'est dingue. C'était pas une loi napoléonienne, il n'y avait pas histoire de vélo ou un cheval, il n'y avait pas. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, il y avait le cheval avant, effectivement. Parce que moi, j'allais effectivement dire qu'avant ça, c'était une histoire de cheval. Oui, oui. Donc, voilà. Alors, depuis quelle année les femmes ne sont-elles plus incapables juridiques et ne doivent donc plus obéissance à leur époux? 1938, 1960 ou 1968? Réponse A, 1938. Réponse B, 1960. Réponse C, 1968. Et c'est en 1938. Donc, en réalité, c'est notre cher Napoléon, avec son code civil, qui en 1804 considère que les femmes mariées doivent obéissance à leur mari, les maris doivent protection à leurs femmes. Ce qui se passe, c'est que, on va juste refaire un tout petit point d'histoire, justement, parce qu'on est sur l'évolution des droits des femmes. Les femmes mariées, à cette époque, sont considérées comme des mineures. Elles peuvent travailler sous condition d'avoir l'autorisation de leur mari. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à l'époque, vers 1900, quand les femmes sont divorcées, veuves ou célibataires, elles sont considérées comme des femmes majeures. Ce qui est quand même la minorité à cette époque. La plupart des femmes sont mariées. Les femmes vont quand même commencer à travailler avec l'autorisation de leur mari, mais elles ne pourront pas toucher leur salaire. Tout ce qu'elles vont acquérir par le biais de leur travail, y compris leur salaire, sera la propriété de leur mari. La loi va évoluer et en 1938, les femmes mariées sont officiellement des femmes majeures, ce qui signifie qu'elles peuvent toucher leur salaire, mais elles peuvent aussi faire des démarches comme demander des papiers d'identité ou toute autre démarche d'ouverture de compte, etc. Il s'avère qu'elles peuvent effectivement ouvrir un compte bancaire, mais les établissements bancaires ne veulent pas trop leur ouvrir de compte puisqu'elles sont encore soumises à leur mari pour travailler. Donc cela signifie que le mari peut du jour au lendemain décider que sa femme n'a plus l'autorisation de travailler, ce qui fait que les banques n'ont pas confiance encore dans les femmes tout simplement. La vraie date clé, elle est de 1965,
En 1965, donc 160 ans après l'écriture dans le Code civil que la femme ne vaut rien, clairement, les femmes auront le droit d'ouvrir un compte bancaire, de travailler, d'être propriétaires de leur héritage avant et après le mariage, sans l'autorisation de leur mari. Et c'est lié au droit de vote. Les femmes obtiennent le droit de vote en 1944. En 1945 a eu lieu des élections et donc les femmes deviennent intéressantes parce qu'elles ont le droit de voter. Il s'avère que c'est le mariage, le contrat de mariage qui va évoluer et du coup les femmes mariées vont pouvoir voir leur statut évoluer et donc elles vont gagner leur liberté en 1965 avec l'évolution de ce fameux contrat de mariage qui va leur permettre d'avoir plus de droits dans le cadre du mariage. Merci. Depuis quelle année la loi abolit-elle le devoir conjugal? Alors, effectivement, est-ce que le devoir conjugal existe toujours? Si vous pensez que ça existe toujours, levez la main, s'il vous plaît. Non, ok. Juste une entre parenthèse, il y a beaucoup d'endroits en Guyane où les gens ils pensent qu'il y a toujours un devoir conjugal. Et quand on va pour faire les sensibilisations sur les violences conjugales, j'ai vu les femmes me regarder avec les yeux comme ça en disant « Mais bien sûr que je suis obligée, je suis sa femme. » Mais non. Donc, est-ce que c'était en 2010? Est-ce que c'était en 1990? Ou est-ce que c'était en 2002? « 2010, réponse A. 1990, réponse B. 2002, réponse C. 2010. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités, mais la France vient d'être condamnée, donc le 23 janvier de cette année, par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce fameux devoir conjugal. Donc comment on en arrive là? Comment on en arrive à être condamné en 2025 par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fait que le devoir conjugal, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que lorsqu'on est marié, encore une fois, on doit avoir des relations sexuelles avec son mari ou son épouse et que... Qu'est-ce que j'ai dit? On doit avoir... Ah oui, d'accord. C'est ça? On doit avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage. Ouais. Si ce n'est pas le cas, il y a eu des demandes de divorce pour faute. C'est-à-dire qu'on a considéré que c'était une faute de ne pas avoir des relations sexuelles et qu'on a apporté les preuves pour pouvoir faire cette demande. Il s'avère que le devoir conjugal n'a jamais existé. Quand vous faites une infraction à la loi, c'est-à-dire si vous volez quelqu'un, si vous agressez physiquement quelqu'un ou si vous harcelez même moralement quelqu'un, vous pouvez passer devant un juge au pénal, c'est-à-dire que c'est une infraction à la loi. Quand vous faites des demandes de divorce, de garde d'enfants, etc., il y a ce qu'on appelle le juge aux affaires familiales. Donc il y a le droit civil qui s'applique. Le droit civil ne parle pas du tout d'obligation de relations sexuelles ou de devoir conjugal. Il va parler de communauté de vie, dans les obligations du mariage. Donc en fait, le devoir conjugal, c'est une interprétation de la loi au civil basée sur une origine plutôt religieuse du fait qu'il faut consommer le mariage. Ce qui fait que le droit civil n'a absolument pas suivi, en tout cas l'interprétation du droit au civil n'a pas suivi le droit pénal, puisque quoi qu'il arrive, avoir des relations, quand on force quelqu'un à avoir des relations sexuelles,
toute relation intime sexuelle sans consentement, c'est du viol. Donc, ce devoir conjugal n'a pas lieu d'être, même au civil et même dans le cadre d'un mariage. En 2010, ce qui va se passer, c'est qu'on va clairement enlever comment on appelle ça, la présomption de consentement quand deux personnes sont mariées. On n'a plus besoin de apporter la preuve qu'on n'était pas consentante alors qu'on était mariés. Et donc, comment on en arrive à être condamné encore en 2025 ? Parce que la loi évolue, la société évolue, mais que les personnes qui prennent certaines décisions n'ont pas trop parfois évolué. Ce qui fait qu'il y a une demande de divorce pour faute. Et la femme qui a été, c'est la femme en fait qui a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'en cours de cassation, on lui a mis tous les torts du mariage parce qu'elle ne pouvait pas avoir de relations sexuelles pendant à peu près une dizaine d'années, alors qu'elle avait en plus des raisons médicales. Mais bon, avec ou sans raison médicale, elle n'aurait jamais dû avoir un divorce pour faute. Donc elle a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France en rappelant qu'en fait, toute personne a le droit de disposer librement de son corps. Alors, quel est l'athlète, le ou la plus récompensé dans le milieu d'athlétisme? Usain Bolt, Allyson Felix ou Carl Lewis? Qui connaît Usain Bolt? Okay. Qui connaît Allyson Felix? Qui connaît Carl Lewis? Alors, est-ce que c'est Usain Bolt? Est-ce que c'est Allyson Felix? Est-ce que c'est Carl Lewis? Ok, c'est bien Allyson Felix. Et comme beaucoup, en tout cas personnellement, Usain Bolt, Carl Lewis, c'est des noms qu'on entend souvent. Et il s'avère que c'est Allyson Felix qui a été la plus récompensée. Et si je vous donne juste un petit peu de... Tu peux me tenir ça? Juste un tout petit peu plus de détails. Assistante. Merci. Est-ce que je vais retrouver... je suis désolée, mes notes étaient sur l'ordinateur et j'ai pas accès à l'ordinateur, donc je vais essayer de vous retrouver ça. Alors, Allyson Felix a remporté l'épreuve du 4x400 mètres mixte. Elle a eu 12 médailles dans sa carrière. Elle est devenue l'athlète la plus titrée aux mondiaux, hommes et femmes confondus, devant Usain Bolt. En 2014, Cornélie Cellali Boisblanc est la première femme amérindienne à être élue chef coutumière de son village, être élue maire de sa commune ou être élue conseillère territoriale à la CTG. Réponse A, être élu chef coutumière de son village. Réponse B, être élu maire de sa commune. Être élu conseillère territoriale à la CTG. Et en réalité, c'est qu'en 2014 que ça a été du coup la première femme amérindienne à être élue maire de sa commune. La commune c'est pas je sais plus. C'est Saint-Laurent. Parce que là, elle est Irakubo. Oui, juste après le village amérindien, juste comment ça s'appelle? Mince. Irakubo. Oui. Irakubo, je pense qu'elle vit dans le village qui est juste après Irakubo, où le nom m'échappe, si quelqu'un l'a.
Jésus. Voilà, voilà, c'est ça. Ok. Combien de femmes ont été premières ministres en France sous la Ve République, donc depuis 1958? 3, 2, 1 ou 1. 3, 2, 1. Il y en a eu 2 et je suis en train de me dire quelle est la deuxième. C'est terrible. Il y a eu Elisabeth Borne, Édith Cresson. Merci. Ah, ça m'a marqué. Tu es jeune. C'est pour ça que je n'ai oublié une des deux à cause de mon âge. À qui doit-on cette citation? Juste pour le plaisir. Nous les femmes, nous sommes la moitié du ciel et même un peu plus. Nous entendons être la moitié de tout, pas vos moitiés, la moitié de tout. Et surtout, être au moins la moitié partout où se prennent les décisions. Le monde qui vient devra s'habituer partout à la présence partout. La présence forte de nos filles, de vos filles. Alors, c'était qui? J'ai entendu Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, avocate engagée sur les droits des femmes et la reconnaissance du viol comme crime dans la loi française. Mais ce n'est pas Gisèle Halimi. Non plus. On est resté en Guyane. Christiane, effectivement. Ok. On va enchaîner pour parler d'un sujet d'actualité, puisque 2025, c'est les 50 ans de la loi, dit la loi Veil, sur la dépénalisation de l'IVG en France, donc l'interruption volontaire de grossesse. On va vous passer une petite vidéo qui dure 5 minutes, qui reprend un petit peu l'historique de cette loi en France. Et après, on reviendra un petit peu sur l'évolution de la loi jusqu'à nos jours. On fera un petit focus monde pour se décentrer un petit peu de la France aussi. Et on finira sur vos questions. D'histoire. Le 26 novembre 1974, Simone Veil se présente à la tribune de l'Assemblée nationale. La ministre de la Santé s'apprête à défendre l'un des projets de loi les plus controversés de la Ve République, la légalisation de l'avortement. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée très exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. En 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception en France. Symbole de libération des femmes, la pilule permet de maîtriser enfin sa fécondité. Mais la loi tarde à être appliquée, et la pilule demeure difficile d'accès, notamment pour les mineurs. La pilule, d'un côté, il paraît que c'est pas tellement bon. En confiance, quoi. On va dire que c'est l'homme qui doit faire attention, plus c'est tout. L'interruption volontaire de grossesse est quant à elle toujours illégale et passible de prison. Alors chaque année, de nombreuses femmes bravent l'interdit et se tournent vers l'avortement clandestin, parfois au péril de leur vie. En 1970, bien décidées à faire évoluer les mentalités et à disposer de leur corps, les Françaises descendent dans la rue et se rassemblent au sein du mouvement de libération des femmes. Au cœur de leurs revendications, la libéralisation de la pilule et l'avortement, libre et gratuit. Un enfant si je veux, quand je veux. La révolution sexuelle est en marche.
Mais l'opinion reste très divisée. Le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur jette un pavé dans la mare avec le manifeste de 343 dans lequel des Françaises, célèbres et anonymes, défient les pouvoirs publics et déclarent s'être fait avorter. Un an plus tard, le débat prend de l'ampleur lorsqu'à Bobigny, une jeune femme de 16 ans est jugée pour avoir avorté à la suite d'un viol. Défendue par l'avocate Gisèle Halimi, le procès connaît un immense retentissement médiatique et la jeune femme est relaxée. Le procès lui-même a marqué un pas irréversible. Il faudra encore attendre 2 ans pour que Simone Veil, encore inconnue des Français, ne fasse entrer le débat à l'Assemblée. Née en 1927 à Nice, Simone Jacob grandit dans une famille juive bourgeoise. Mais l'insouciance est de courte durée. La Seconde Guerre mondiale éclate, toute la France, les Juifs sont bientôt traqués et persécutés. Au printemps 1944, la vie de Simone bascule. Comme toute sa famille, elle est arrêtée et déportée. À 16 ans, elle découvre l'horreur d'Auschwitz. Miraculeusement, elle échappe à la mort. Désormais, c'est en femme libre que Simone mènera sa vie avec un besoin irrépressible de justice. Moins de 6 mois après son retour des camps, elle s'inscrit à la faculté de droit de Paris et à elle y rencontre Antoine, son mari, et devient Simone Veil. Il préférerait qu'elle reste à la maison, mais elle devient magistrate. En 1974, Simone Veil est nommée ministre de la Santé. Ça m'intimide beaucoup l'arrivée dans un département ministériel dans lequel effectivement les problèmes sont totalement étrangers. Avec courage et conviction, elle s'empare de la lourde tâche qui lui est assignée par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, légaliser l'avortement. Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Dans l'hémicycle, le ton monte rapidement. Mais avec dignité, Simone Veil écoute ses adversaires et leurs raccourcis injurieux. On l'accuse notamment de vouloir jeter des embryons au four crématoire. Sans jamais hausser la voix, Simone Veil domine le débat. Dans la nuit du 29 novembre 1974, les députés adoptent la loi qui portera son nom. L'Assemblée nationale a adopté. Simone Veil a réussi. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vous conseille son roman autobiographique qui s'appelle Une vie. Il est très facile à lire, il n'est pas facile dans l'histoire qu'elle raconte, mais il y a tout son parcours et c'est vraiment très inspirant et je vous le conseille en tant que lecture complémentaire. Je me lance ? Ok. Alors, le droit à l'IVG, on en parle souvent justement en rapport à la loi Veil, mais ça a été un très long cheminement dans l'acquisition, on va dire, totale de ce droit pour les femmes. En 1975, en réalité, c'est la dépénalisation de l'IVG, et c'est une loi qui en réalité est votée pour 5 ans. Au bout de 5 ans, la loi est comment dire... je trouve pas mes mots, mais est renouvelé. C'est un droit qui est acquis avec des évolutions jusqu'à aujourd'hui. Dès 1975, il y a une clause de conscience. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la clause de conscience en matière d'IVG ? Allez-y. Exactement.
Donc c'est le droit pour, à l'époque, du coup, tout médecin, médecin à l'hôpital, mais c'est encore le cas aujourd'hui, de ne pas réaliser une IVG pour des raisons de conscience, de conviction, de valeur, tout ce que vous pouvez mettre derrière. Donc à l'époque, les médecins peuvent refuser de pratiquer une IVG. Aujourd'hui, cette clause de conscience, elle est encore valable, mais tout professionnel de santé qui peut réaliser une IVG et qui refuse de le faire a l'obligation d'orienter vers un autre professionnel ou une autre professionnelle ou plusieurs professionnels qui peuvent le faire. Ils peuvent pas dire non, je vous le fais pas. Ils ont obligation d'orienter vers un confrère, une consoeur. Donc à l'époque, l'IVG n'est pas remboursable. C'est pour ça qu'en 1982, cet acte commence à être pris en charge par l'assurance maladie. Ce n'est qu'en 1993 que le délit d'entrave à l'IVG est instauré. Ce qui signifie un délit d'entrave, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? J'aime pas rester assis. Parle très fort pour que je ne sois pas trop sourde. Oui, exactement. En fait, Pardon. Oui. Exactement. Ouais. Le délit d'entrave, ça va être tout ce qui va empêcher l'accès à une IVG. Ça peut être, comme vous l'avez dit, empêcher un accès physique, mais aussi ça peut être la mauvaise information. Ça peut être de délivrer de la fausse information sur les IVG, et ça peut être empêcher de quelconque manière d'avoir accès à ce droit-là. Et enfin, en 1993 seulement, il y a la suppression de la pénalisation de l'auto-avortement. Au fur et à mesure, le délai d'accès à l'IVG va être allongé et il va finir aussi par être simplifié pour les mineurs. Ce n'est seulement qu'en 2012 que la prise en charge de l'IVG est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. C'est s'auto-avorter. Oui, oui. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ce qui est... à tricoter, voilà, tout ce qui était fait avant que la loi permettait ça d'être fait à l'hôpital avec les bonnes conditions. Vous avez entendu dans le fond ? Du coup, en fait, l'auto-avortement, c'est quand l'avortement, comme l'IVG, était interdite, ça n'empêchait pas d'avoir recours à une IVG. Beaucoup de femmes le faisaient par elles-mêmes avec des aiguilles, ce qu'on a appelé. Le cintre est d'ailleurs devenu un symbole pour conquérir le droit à l'IVG. Donc, comme beaucoup de choses dans la loi, parfois, on l'a vu tout à l'heure aussi, il y a des choses qui perdurent comme ça, qui sont toujours inscrites et qui finissent même des années plus tard à être encore inscrites, on ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, on se dit, tiens, ce serait bien de le supprimer. En 2001, la consultation psychosociale n'est plus obligatoire pour les femmes majeures. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si vous allez voir un professionnel de santé concernant une IVG, vous n'avez plus l'obligation, tout simplement, d'avoir cette... donc vous avez une consultation d'information, et ensuite on vous oblige à avoir une consultation psychosociale pour savoir si vous étiez sûr de votre choix. Donc en 2001, cette obligation pour les femmes majeures est supprimée. En 2012, on a une prise en charge donc à 100% par l'assurance maladie. C'est encore un enjeu aujourd'hui, la prise en charge de l'IVG, puisque le coût a été revalorisé par l'assurance maladie pour inciter
certains professionnels à pratiquer l'IVG. En 2016, il y a eu un gros tournant, c'est-à-dire que les sages-femmes ont pu réaliser et peuvent toujours réaliser des IVG médicamenteuses. Ce n'est plus que les médecins qui peuvent le faire. On a la suppression du délai légal de réflexion de 7 jours entre la consultation d'informations et le recueil de consentement pour les femmes majeures. Concrètement, aujourd'hui, pour avoir accès à une IVG, on peut aller voir un médecin, n'importe où, une sage-femme, son médecin généraliste, pour avoir un recueil, donc pour avoir des informations, et on peut tout de suite donner son consentement à l'acte. On n'est plus obligé d'attendre 7 jours quand on est majeur. Et en 2002, ce délai de réflexion pour les mineurs a aussi été supprimé. Cependant, pour les mineurs, on a l'obligation toujours de faire ces 3 consultations. La consultation d'information, la consultation psychosociale et le recueil de consentement. Ce qui saute, c'est ce fameux délai de réflexion. Et enfin, le 8 mars, la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse est inscrite dans la Constitution et c'est une première mondiale. Beaucoup de débats sur la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Je ne suis pas une spécialiste du droit. Simplement, ça signifie que l'État n'a pas l'obligation, en tout cas, de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse avoir accès à une IVG. Les débats ont été vifs pendant la demande de constitutionnalisation. En tout cas, c'est inscrit dans la Constitution et on va le voir pourquoi ça peut être très important, notamment avec les mouvements qu'on peut connaître aujourd'hui au niveau politique et mondial. Donc là, simplement pour avoir connaissance du droit aujourd'hui, l'IVG est possible jusqu'à 14 semaines de grossesse. Elle est complètement prise en charge par l'assurance maladie, y compris pour les personnes qui bénéficient de l'aide médicale d'État. Les mineurs n'ont pas l'obligation de venir avec leur représentant légal, mais avec une personne majeure, si elle le souhaite. L'anonymat peut être conservé, y compris pour les mineurs, parce qu'en fait, vu que c'est complètement pris en charge, les parents ne seront jamais au courant, ni même si la mineure est rattachée à l'assurance maladie de ses parents, etc. Le Covid faisant, il est aujourd'hui possible de réaliser une IVG médicamenteuse en téléconsultation. Donc vous avez la possibilité de téléconsulter pour faire cette demande. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le recueil de consentement, enfin le rendez-vous d'information, le recueil de consentement peuvent se faire en un seul rendez-vous. Et il y a toujours 3 rendez-vous obligatoires pour les mineurs. Il n'est pas nécessaire d'avoir la nationalité française pour avoir recours à une IVG en France. Tout à l'heure, je vous donnerai juste une petite ressource pour connaître tous les lieux utiles pour l'IVG et de manière générale pour la santé sexuelle en Guyane en particulier. Voilà. Comment dire ça? Moi, je mesure vraiment la chance que j'ai de vivre dans un pays qui a cette protection pour les femmes. Ça n'a pas été simple, mais c'est acquis. Si on regarde un peu autour de nous actuellement, mondialement, les avancées qu'on pensait qui étaient acquis ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. On peut parler des États-Unis. Moi, je peux parler d'Angleterre. J'ai entendu, vous entendez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis britannique d'origine et j'ai entendu un
documentaire l'autre jour sur les IVG en Angleterre. Et en Angleterre, ils sont obligés de mettre une barrière de 50, si je me rappelle bien, c'est 50, c'est peut-être même 500 mètres autour des centres où les femmes viennent pour faire un IVG, pour laisser la possibilité à la femme d'aller librement dans le centre et de ne pas être harcelée par les personnes qui veulent les convaincre de ne pas interrompre cette grossesse. Je pense que probablement vous, autant que moi, vous savez ce qui se passe aux États-Unis pour les droits des femmes de pouvoir librement décider si elles terminent ou pas cette grossesse. C'est vraiment un recul dans les droits de ces personnes-là. Sans parler de Afghanistan, de Irak, de plusieurs autres pays où ça serait juste inimaginable d'imaginer que d'avoir la possibilité légalement d'interrompre une grossesse. Si tu veux ajouter quelque chose, ouais. Et puis sinon, on va ouvrir le débat ou les questions que vous pouvez adresser à nous ou entre tout le monde. Aujourd'hui, il y a une grosse évolution en France sur ce droit à l'IVG, mais il y a quand même le planning familial récemment, en 2024, a estimé qu'il y avait 150 centres qui avaient fermé. Il y a un gros sujet sur l'information, sur l'accès gratuit. En fait, l'information, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a encore beaucoup de jeunes femmes et de femmes qui ne savent pas qu'elles ont ce droit ou comment y avoir accès, ou qui se font encore refuser ce droit par des professionnels de santé. On a voulu faire un petit focus monde, parce qu'en Guyane, on est à la fois européen et en Amérique latine. Donc on a des voisins on a nos voisins européens, on va dire, et nos voisins en Amérique latine. Donc là, vous avez une carte du monde de 2024, parce qu'il y a plusieurs enjeux à l'IVG. Aujourd'hui, en France, nous avons le droit juste en faisant la demande et sans restriction. Il y a encore beaucoup de pays où il y a des restrictions sur ce droit à l'IVG. Il faut savoir, et je vous partagerai si ça vous intéresse, un article de Amnesty International qui montre qu'en fait, les pays qui interdisent le droit à l'IVG ou le restreignent, il y a à peu près 17 personnes qui ont recours à une IVG sur 1000. Dans les pays où l'IVG est autorisée, c'est 34 sur 1000. En fait, pénaliser ou restreindre l'IVG ne change rien. Ça ne fait pas reculer le nombre d'IVG, ça met juste plus en danger la vie des femmes. Ça met aussi en danger les personnes qui l'aident. La dépénalisation de l'IVG en France a inclus la dépénalisation de toutes les personnes qui ont aidé à pratiquer ces IVG. Ce n'est pas encore le cas dans d'autres pays. En 2024, il y a 77 pays sur 195 qui autorisent le recours à l'IVG sur demande et sans restriction. Il faut savoir que chez nos voisins un de nos voisins le plus proche en Guyane, au Brésil, c'est interdit. Alors, je vais juste vous préciser un petit peu tout ça. Au Chili et au Brésil, c'est interdit, sauf en cas de viol, de risque pour la mère ou de malformation grave du fœtus. Au niveau de l'Union européenne, la Pologne et la Hongrie ont une réglementation restrictive et qui s'est même, je ne sais pas comment dire, renforcée, pas dans le bon sens, au niveau de l'IVG.
Bon, dans les bonnes nouvelles, c'est qu'on est en Amérique latine et que l'Argentine a ouvert la porte, donc en 2022, si je ne me trompe pas. C'est vraiment l'Argentine, il y a une grosse mobilisation en Argentine pour que les femmes aient le droit à l'IVG. Il y a la Colombie qui a suivi et le Mexique également. Et donc il faut savoir qu'en Colombie, l'IVG a été légalisé jusqu'à 24 semaines de grossesse. Et au Mexique, ça a été en 2023. Donc on a quand même des pays en Amérique latine où ça a beaucoup changé et ça s'est amélioré. Quand on parle d'IVG, on parle surtout de la santé des femmes et du droit à disposer de leur corps. C'est un enjeu de santé publique. On estime qu'il y a 22 millions d'IVG non sécurisés pratiqués chaque année dans le monde et que c'est la 3e cause de mortalité maternelle à travers le monde. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique, de santé pour les femmes, de liberté pour leur corps, pour leur vie, mais aussi de droits humains. Quand on regarde un petit peu l'actualité et qu'on commence à toucher au corps des femmes, on touche à beaucoup de liberté. Je pense notamment aux actualités, malheureusement, sur notamment l'Afghanistan. Les premières qui ont pâti du recul des droits humains sont et ont été les femmes. C'est avant tout un droit à disposer librement de son corps et un droit à être en bonne santé. La question des droits des femmes, y compris de l'IVG, c'est tout le temps remis en question. Il y a un pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Je vous donne l'exemple des États-Unis. C'était un arrêté de la Cour de... je perds tous mes mots. La Cour suprême de 2022, qui a été finalement remis en question, et chaque État aux États-Unis a pu choisir ou pas de légaliser l'IVG. Donc en 2024, aujourd'hui, il y a une vingtaine d'États qui ont décrété des interdits et de fortes restrictions aux États-Unis. Donc on a à peu près une vingtaine d'États sur 54 aux États-Unis qui ont vu une restriction du droit à l'IVG. Concrètement, par exemple, là au Texas, récemment, on a vu que le nombre d'abandons de nouveau-nés avait explosé suite à cette interdiction. En Chine, il y a une politique de l'enfant unique pendant longtemps qui a permis en fait la légalisation de l'IVG. Ils sont en train de revenir dessus parce qu'ils veulent renverser la natalité en Chine. Donc en fait, l'IVG fait partie des femmes qui est systématiquement remis en question, comme la liberté de circulation, de travailler, tout simplement la liberté de choix. Bon, je vais surtout finir par remercier Audrey pour tout le travail qu'elle a mis dans cette préparation de ce soir. Donc moi, personnellement, je la remercie. Et merci à tout le monde d'être venu nombreuse. J'étais un peu pessimiste, je dois dire. Je me suis dit il n'y aura pas beaucoup de monde tout de suite après le carnaval et la pluie. Et donc, effectivement, vous êtes venus nombreuses, donc c'est chouette. Voilà, donc si on peut mettre les lumières, nous, on a juste lancé un peu le débat. Si vous avez des questions à poser ou des choses que vous souhaitez dire, ou même sur d'autres droits, hein, parce que voilà, notre cible, c'était le droit des femmes. C'est extrêmement large, ça. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se concentrer sur ce qu'on a présenté ce soir, mais peut-être vous avez d'autres choses à dire aussi. Voilà. Bah merci en tout cas, merci Audrey, merci Leslie pour cette présentation très intéressante. Donc oui, on va pouvoir passer aux questions, au moment un peu interactif. Donc si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous voudriez dire, levez la main, je vous passerai le micro. Si certains ou certaines n'ont pas envie de parler dans le micro, c'est leur choix également.
Je rappelle que l'intérêt de parler dans le micro, c'est que nos conférences sont enregistrées et donc après, elles ont la vocation d'être diffusées sur les réseaux, sur Internet, afin d'en faire bénéficier un maximum de monde. Mais voilà, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à lever la main, c'est le moment. Ne soyez pas timide. Au fond. Si tu veux. Alors il faut adresser ta question. Bah ici, il faut qu'il t'entende. Combien ça coûte l'avortement? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un éventuellement qui sait combien ça coûte l'acte? Quand on va chez le médecin et que c'est pas remboursé, c'est l'inverse, quand on va chez le médecin ou qu'il y a un acte médical 100% remboursé, vu qu'on n'avance pas les frais, il faut aller voir combien ça coûte après sur nos relevés d'assurance maladie. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup à faire ce genre de choses pour voir réellement combien coûte un acte médical. Mais si quelqu'un le sait, visiblement, c'est pas assez remboursé d'après les associations et les collectifs qui militent pour le droit à l'IVG. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je me demandais combien il y avait de centres où on pouvait pratiquer les IVG en Guyane et dans quelle commune. Enfin, est-ce qu'il y a des... J'imagine qu'il y a des difficultés géographiques d'accès. On vient de me glisser dans l'oreillette que ça coûte entre 500 et 800 € un acte d'IVG. Il y a deux... Voilà, j'allais dire, il y a deux façons. Il y a par médicament ou par instrumental. Merci. Alors, corrigez-moi si ce n'est pas exactement ça, mais je pense que médicamenteux, on peut le faire jusqu'à 7 semaines, si je ne me trompe pas. C'est peut-être quelqu'un... D'accord. D'accord, ok. Peut-être répéter au micro pour ceux qui n'ont pas entendu. Alors, moi, je pense que couramment, on le fait jusqu'à 7 semaines et après ça, jusqu'à 14 semaines, c'est pas un acte plutôt intervention chirurgicale. Mais ce qu'on vient de me dire, c'est qu'en fait, on peut continuer à utiliser le faire par médicamenteux. C'est juste que c'est plus traumatisant d'expulser un fœtus qui est plus développé pour la maman. C'est bien ça? Voilà. Pardon. Non, pour répondre à votre question de où, je vous invite vraiment à aller taper So Sexy Guyane et à trouver ce petit livret qui est mis à jour récemment, tous les ans, et qui a été mis à jour récemment. Et donc c'est un petit livret comme ça aussi que vous pouvez récupérer en version papier, qui a été fait par plusieurs associations en Guyane et plusieurs structures. Et là, vous avez vraiment tous les secteurs. Donc vous avez les savanes, l'ouest, l'est, les communes isolées. Et vous pouvez voir où est-ce que vous pouvez trouver des préservatifs, faire un dépistage, la PrEP, etc. Et notamment l'IVG. Il s'avère que vous avez quand même des lieux partout en Guyane, notamment des réseaux de proximité. Je pense aux centres de santé
que vous avez même dans les plus petites communes, dites les communes éloignées en Guyane, et les centres de PMI, etc. Donc vous avez quand même des relais accessibles, et vous pouvez retrouver toutes ces informations là-dessus. Quelqu'un d'autre? Moi, j'aurais une petite question. Étant donné que samedi, donc c'est la journée internationale des droits de la femme, qu'est-ce qui va se passer sur le territoire ici en Guyane, Cayenne et alentours, et même de Saint-Laurent jusqu'à Saint-Georges? Eh ben, c'est peut-être le moment de parler de ce qui se passe demain soir. Ça te va? Bonsoir. Oula. Je m'appelle Miremonde, je suis comédienne et aussi fondatrice et directrice artistique de la compagnie Alter. Et effectivement, demain, je jouerai dans la première création de la compagnie. C'est une pièce de théâtre qui aborde les thématiques des violences conjugales. Et on a voulu aborder ça en mettant en point de vue les témoins. Les témoins qui sont victimes de violences et qui ne savent pas forcément quoi faire, comment faire, avec qui faire, etc. Des fois, on est tétanisé par la peur ou juste on n'a pas forcément envie de s'en mêler parce que c'est tabou, parce que c'est gênant, etc. Et cette idée est née parce que j'avais mis en place 2 conférences débats, donc il y a 2 ans, à Cayenne et à Saint-Laurent. Et j'ai vu vraiment le public s'emparer de cette thématique-là et poser énormément de questions. Il y avait aussi des témoignages et aussi des professionnels qui venaient pour justement donner des conseils et donner des outils. Et donc, suite à ça, j'ai eu envie de créer la pièce et de proposer un spectacle vivant pour aborder cette thématique. Voilà, donc du coup, demain, la pièce sera jouée à l'Ancre à 20h. Je suis accompagnée à la mise en scène de Berekia Yerjo et à la direction d'acteurs de Noémie Pecci. Voilà, donc je vous invite vraiment à venir nombreux et nombreuses parce que c'est une pièce qui aborde certes une thématique qui est importante et qui est grave, parfois même douloureuse, mais nous avons fait le choix aussi d'aborder ça avec, alors je dirais pas de l'humour, mais l'écriture. Je suis à l'écriture de cette pièce. Je l'ai voulu plutôt piquante, dérangeante, voilà. Donc c'est aussi pour peut-être susciter de la réflexion et des déclics. Voilà, donc en tout cas à Cayenne, il y aura ça demain. Merci. Également, samedi, il y a un grand événement qui va se passer à la mairie de Cayenne. C'est mis en place par Sergine Boutrin qui gère le musée de n'importe quoi. Et donc ça commencera à 16h ou 16h30, ça durera jusqu'à peu près 20h30 si je ne me trompe pas. Il y aura des stands d'information, il y aura beaucoup de stands d'artisanal c'est que des femmes. Et il y aura un plateau avec des chanteurs, des interventions de plusieurs personnes. Donc ça aura lieu à la mairie de Cayenne. Et pour ceux et celles qui ont envie d'aller jusqu'à Kourou, il y a une soirée au Bocal à Kourou avec, et je suis prise à la préfecture, mais j'envie ceux qui pourront avoir des super badges féministes lors de la soirée à Kourou au Bocal. C'est une initiative qui a été prise par une des organisatrices et les fonds sont reversés à l'Arbre Fromager justement. Il y a un petit concert et il y a des belles expositions. Donc il y a une photographe, Lucille Bourgeon, qui va exposer au Bocal et d'autres artistes. C'est une salle ouverte, on va dire, pour des créations artistiques féminines. Et donc ça se passe demain au Bocal à Kourou. Je crois qu'il y aura un autre événement la semaine prochaine, mais je n'ai pas encore trop d'informations. Et pour avoir un peu toutes les infos, on essaye de relayer au maximum sur notre Facebook et notre Instagram. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres événements dont on n'aurait pas connaissance et que vous aimeriez peut-être partager?
À la bâtie, il y a une... oui, il y a une soirée au déjà. Et j'ai oublié... Il y a autre chose. Ce sera samedi, donc, à la bâtie, c'est ça? Samedi à la bâtie. Ouais, merci. À Rémire. Sport au féminin, Sport à Rémire. Ok. Une soirée amatourie autour de l'humour. Autour de l'humour? Ouais, à la salle. Bon, j'ai oublié le nom de la salle, mais c'est amatourie. Oh, ok. Bon, bah, je veux bien que vous partagiez ça sur nos réseaux, que vous nous taguiez pour qu'on puisse repartager aussi à notre réseau. À Matoury aussi, je pense qu'il y a une soirée Cassico et que je pense que c'est dans le... Oui, voilà. Il y a une marche aussi organisée par ID Santé qui partira à 17h des Palmistes. Ah, ok. Vous avez entendu? Une marche qui partira à 17h des Palmistes. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une information à partager, quelque chose à dire, une question à poser peut-être? Bah alors on peut clôturer là-dessus. N'hésitez pas à continuer ce moment convivial en prenant un petit verre et en parlant de ça tout simplement de façon plus informelle, on va dire. En tout cas, je tenais à dire merci à toutes. On peut dire que ce soir et les jours à venir et peut-être les semaines à venir, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Donc merci d'être venus. N'hésitez pas à vous mobiliser samedi. C'est important. Et puis, à la prochaine, je l'espère. Donc, je tenais encore à remercier le Café de la Gare de nous accueillir chaque mois. Le mois prochain, on sera de retour ici pour un sujet quand même fort différent de ce soir. On parlera d'infectiologie, en espérant que vous puissiez être des nôtres aussi, ou peut-être pas. J'imagine que ça en intéresse peut-être un peu moins qui sont là ce soir. Donc voilà, encore une fois, merci à Leslie, à Audrey et à l'Arbre Fromager d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation, et je vous souhaite une bonne soirée. Et merci pour l'invitation.